On va passer maintenant la parole à Stéphane Roll, qui est chef de projet SIG au CRIJ PACA. Le CRIJ, on en parle depuis tout à l'heure, comme étant un acteur, on va dire un intermédiaire hyper important pour valoriser des données publiques et de la mettre à disposition d'un certain nombre d'acteurs publics ou privés, principalement publics. On a parlé GIP ATGRI, on a parlé CRIJ PACA, on a parlé OpenIG en Occitanie. Justement, c'est quoi toutes ces structures et qu'est-ce que c'est que le CRIJ en particulier? C'est ça, bonjour, merci pour l'invitation. Et oui, alors je crois que je suis un peu attendu du coup là-dessus, hein, j'ai cru comprendre depuis ce matin. C'est à la fois plein de choses qu'on a évoquées, enfin que vous avez évoquées depuis ce matin, plein de mots du moissonnage, du catalogage, de la donnée, de l'open data, plein de choses comme ça. C'était pas forcément prévu dans ma présentation, mais je vais rajouter une petite intervention là-dessus. Donc voilà, Stéphane Roll, chef de projet SIG, responsable pôle technique du CRIJ. Ça, c'est la dénomination, on va dire, commerciale pour l'extérieur. Je suis géographe de formation, géomaticien. J'ai vrillé dans le monde de la technique parce que ça me plaît, voilà, déjà, et puis parce que c'est intarissable, c'est une source intarissable en termes de données. Et donc, je travaille au CRIJ PACA, Centre de ressources en information géographique, avec une composante Geodata Lab qui est un peu toute nouvelle et que j'aborderai en fin de présentation. Alors, à quoi ça ressemble un CRIJ? Du moins le mien, parce que vous avez la chance aujourd'hui d'avoir deux CRIJ dans la salle. Donc moi et mon homologue côté Occitanie, qui est OpenIG, donc qui est représenté ici par Myriam Cross. On est Bonjour Myriam. sensiblement monté sur le même modèle, c'est-à-dire qu'on est deux associations. Pour ma part, enfin côté CRIJ, donc association créée en 2003, on a fêté nos 20 ans décembre dernier, et on est depuis peu. Alors, je m'excuse auprès du nouveau qui est arrivé il y a 2 jours, mais à date de fabrication de la diapo, j'avais pas encore sa photo, mais il existe pour de vrai. Il ressemble pas à la photo, je vous rassure, mais c'est une petite équipe, hein, on est 7 plus un stagiaire, et quelques chiffres. On a environ 100 adhérents. 100 adhérents, c'est mieux, 300 organisations, 3000 utilisateurs, et puis des demandes d'appui, de support, des personnes accueillies. C'est-à-dire que d'habitude, je me trouve aussi à la place de Sarah, c'est-à-dire à regarder les autres parler, à avoir organisé une journée. Là, pour moi, aujourd'hui, je suis de l'autre côté de la barrière, mais ça fait partie des choses qu'on fait. Et puis environ 700 lots de données qu'on diffuse. Et donc, c'est là-dessus aussi qu'on va un peu voir ce qu'on diffuse, pourquoi et dans quelle mesure. On précise que les adhérents, c'est principalement des collectivités locales? Exactement. Alors, du coup, c'est dans la diapo d'après, mais hop, on va y aller comme ça. Je reviendrai, je ferai un aller-retour là-dessus. Les adhérents, principalement des collectivités. Cette carte n'est pas à jour, hein. Vous voyez que coordonnées moins bien chaussées, hein. C'est une carte, on est cartographe aussi, mais on a des oublis là-dessus. Il faut rajouter quelques adhérents depuis l'année dernière, mais principalement, ça couvre les collectivités métropoles, départements, et puis des organismes divers. Alors j'ai mis l'IGN en avant parce que depuis cette année, ils adhèrent aussi, donc la direction territoriale Sud-Est. Vous avez aussi Philippe qui représente la partie, alors c'est Sud-Ouest, Sud, je ne sais pas quelle, Occitanie, ou pour le coup. Occitanie tout court. Voilà. Et en fait, donc direction territoriale sur lesquelles on les appuie, on les épaule, et pareil aussi, nous offre quelques services là-dessus, et ça permet d'avoir un lien direct avec les adhérents, le montage de projets. L'ONF, l'ADREAL, les DDT, la DRAF, Chambre d'agriculture régionale, qui du coup implique de fait les départementales, et puis des syndicats mixtes de rivières, des ASA, Agence syndicale d'arrosants, agences urbanistes, quelques privés. Voilà à peu près le pool d'adhérents côté CRIJ. Et puis ça représente à peu près, voilà, on voyait entre 2021 et 2024, on est passé de 32 adhérents à une centaine. Pourquoi sur cette courte période, alors que ça fait 20 ans qu'on existe et qu'avant on était sur un modèle de 100% de subvention? On a changé de modèle économique en 2021, qui fait qu'on est parti sur ce genre d'adhésion, enfin ce principe d'adhésion-là. Et du coup, on essaie de faire rentrer des adhérents sur du projet ou sur du service sur les données. Alors du coup, pour faire le lien avec ce service sur les données, je reviens sur la diapo d'avant. Voici à peu près la liste à l'après-vert. C'est peut-être la diapo la moins intéressante de ma présentation, qui liste un peu tout ce qu'on fait, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut appuyer en termes de services d'accompagnement, de démarches, pour porter des projets, animer des réseaux d'acteurs autour de la donnée géographique principalement, mais aussi de l'open data, où on arrive aussi nous à récupérer des réseaux qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'on va impliquer dans différentes démarches nécessaires pour tel ou tel projet, que ce soit sur des données météo, que ce soit sur l'agriculture. Alors que bon, moi, mon entrée, elle est géographe, donc pluridisciplinaire, hein, Tristan en parlait ce matin. On couvre un peu tout le spectre, mais c'est vrai qu'après,
on cible de plus en plus les thématiques en fonction des sujets. Donc on fabrique des prototypes, etc. Ça sera ma deuxième partie, vous expliquer sur quelle partie on travaille. Et puis donc on va dire la diapo non prévue, qui est un peu liée à ça là aussi, c'est que nous on n'est pas tout jeune. Il y a un réseau d'acteurs de CRIGE, un réseau des CRIGE qui existe en France, qui est porté par la FIGEO, l'Association française de l'information géographique, et dont accessoirement ma directrice est vice-présidente, et qui est par contre aussi ma directrice présidente de la commission des standards du CNIGE, qui est le niveau national. Aucun lien de parenté entre un CRIGE et un CNIGE, même à une lettre près. Donc Conseil national de l'information géolocalisée, qui lui va mettre en avant des standards ou porter des standards de données sur différentes thématiques avec des acteurs nationaux. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir homogénéiser, standardiser une donnée avec plusieurs usages, plusieurs utilisateurs, pour dire ça serait bien d'avoir un tronc commun. Alors je fais le clin d'œil des géocommuns de l'IGN, c'est un peu une similitude là-dessus, mais ces standards existent. Et donc on parlait ce matin, c'était Jérémy Valentin qui parlait des PLU, des plans locaux d'urbanisme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, on a un mode de diffusion via un guichet national qui est le géoportail de l'urbanisme, qui lui a besoin du standard des PLU et des standards d'urbanisme qui sont liés donc et portés par on va dire un groupe de travail CNIGE au niveau des docs d'urbanisme. Mais historiquement, pour aller plus loin, c'est tout ça ce qui ressort de la directive Inspire. Je l'ai placé parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Mais en 2007, il y a la directive européenne Inspire qui a en fait imposé cet aspect de diffuser des données à l'extérieur. Et donc, si vous ne la connaissez pas, c'est grâce à elle que vous avez aujourd'hui des flux WMS, WFS, du moissonnage, du catalogage de données. Ça vient de ça. On a tendance à l'oublier, mais on va dire c'est un des mérites qu'on peut lui attribuer aujourd'hui. C'est que c'est grâce à cette directive qu'on peut avoir énormément de portails, porté entre autres par certains CRIGE. Et puis on l'a vu c'est la diapo je crois aussi de Jérémy Valentin ce matin, où on a plein de plateformes annexes qui n'existaient pas avant. Et du coup les CRIGE faisaient ce relais-là pendant 10-15 ans. Maintenant il en existe un peu partout. Et la principale, on va dire celle qui recentre un peu, c'est la maison mère, si on peut l'appeler comme ça, c'est datagouv.fr, qui justement permet de moissonner la plupart des plateformes pour avoir un point on va dire de moissonnage unique au niveau national, mais surtout pour le commun des mortels. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément thématiciens, qui ne connaissent pas grand-chose à la donnée, mais qui peuvent la récupérer quand même, et c'est ça qui est intéressant. Et puis nous, dans notre spectre, on a la partie locale, où on anime des réseaux départementaux. Donc je vous ai mis les quelques logos de ceux qui sont constitués, existants, et on va dire qui tournent bien. Réseau géomatique varois, qui va s'occuper de la partie varoise, département du Var. Celui des Alpes du Sud, qui mêle à la fois le 04 et 05. Depuis quelques jours, on a lancé celui du 84 dans le Vaucluse. Et puis bientôt, on arrivera à un autre sûrement sur le 13 et accessoirement la RT Sud. Et là, on retrouve des individus qui seraient adhérents de ces structures locales ou est-ce que là encore, c'est des institutions? C'est des institutions, mais très localisées sur du projet opérationnel. L'idée, c'est vraiment d'aller au plus proche des territoires. Et nous, on fait un peu la charnière ouvrière, ce rôle de facilitateur qu'a un CRIGE, de pouvoir mettre autour d'une table tout le monde et des gens qui n'ont pas forcément tendance à penser à se parler et qui finalement s'aperçoivent qu'ils ont un projet commun. Et donc nous, on va être là pour leur apporter un peu cette gestion de projet qu'ils n'avaient pas pensé, trouver peut-être des fonds, mettre tout le monde d'accord sur un tronc commun et puis les lancer, parce que l'idée, c'est pas de nous de garder tout ce qui va sortir du CRIGE, mais au contraire, de le faire porter par des institutionnels et de faire développer toute cette démarche-là en interne. On a beaucoup parlé de gouvernance de la donnée. Oui. Tout à l'heure, j'imagine que c'est une des missions que vous proposez d'appui à l'élaboration de schémas de gouvernance. Oui, alors cette gouvernance de données, elle a pris beaucoup de place là, ces derniers temps. On a la partie aussi open data. Alors si vous voulez, la partie données géographiques, elle est importante dans nos cas qu'on aborde aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier le reste de la donnée qui du coup a été ouvert depuis peu et assez rapidement. Et on s'est vite aperçu, et là je vais avoir ma casquette aussi qualité de données, que du coup l'open data est arrivé tellement vite qu'on s'est affranchi de cette entre guillemets obligation Inspire de qualifier la donnée ou la métadonnée. Et qu'aujourd'hui, on se dit, mince, par contre, on aurait peut-être dû y penser avant. Et donc, on essaie de revenir un peu là-dessus. À l'inverse, la donnée géographique, elle, on lui a demandé dès le départ de s'imposer à une règle qui était Inspire et de qualifier trop les métadonnées à un point où c'était devenu contre-productif. Et donc, on a aujourd'hui, on va dire, deux niveaux qui se rapprochent. On lâche un peu du lest d'un côté et on rajoute un peu de contraintes de l'autre pour arriver à une harmonisation de ces deux mondes. Et donc, derrière, il y a des portails qui vont devoir gérer les deux, l'approche open data, l'approche données géographiques, mais pour un bien commun qui est de pouvoir les utiliser dans des projets X ou Y.
Et là-dessus, voilà, sur le lien avec la qualité, c'est que en parallèle du CRIJ, au sein du CRIJ, je suis co-animateur avec l'IGN du groupe de travail national porté par le CNIJ, qui s'appelle CadoGéo, sur la qualité des données géographiques. Mais là, sur la partie données, alors que vous avez sur DataGouv la partie qualité des métadonnées, c'est-à-dire savoir si vous avez bien rempli votre fiche de métadonnées ou pas, globalement. Nous, on est plus à la partie des données, parce que derrière, ça va être réutilisé, et donc moins il y a d'erreurs en entrée, plus ça sera utilisable en sortie. Stéphane, vous semblez faire une différence entre données géographiques dans votre propos et open data. Oui, alors, je suis pas sûr de suivre, du coup. La donnée géographique, c'est, on va dire, du moment où on arrive à avoir une expertise sur la donnée géographique, on peut un peu traiter toutes les données au sens large. Pour autant, c'est quelque chose qui est un peu de niche, qui est un peu trop expert. Et on s'en est aussi aperçu, hein, c'est-à-dire qu'on avait tendance à la rester donnée géographique peut être en open data. Tout à fait, et doit l'être la plupart du temps. C'est ça, elle est aussi visée par les lois qui ont été citées tout à l'heure, hein, la loi Le Maire et la loi NOTRe, sur certains aspects, avec toutes pareil, les mêmes contraintes de contraintes RGPD, données sensibles, etc. Mais c'est ce qui est visé, puis les collectivités le savent. Donc nous, on est là aussi pour les accompagner, à le mettre en avant via des portails, pour les diffuser sur l'extérieur et d'avoir la meilleure manière de les diffuser. C'est sous-entendu, les données géographiques que vous évoquez sont des données un peu plus expertes. C'est ça. Parce moins simple à rendre en open data, et en tout cas rendre accessible via l'open data. Tout à fait. Après, c'est vrai que nous, côté CRIJ, on est centré là-dessus. On n'a volontairement pas pris le pli de l'open data parce que des gens le font déjà. Voilà. Rien n'empêche, hein, je prends l'exemple d'Occitanie, vous avez 3 ou 4 portails différents, en plus de celui d'OpenIG, mais il y a de la place pour tout le monde. Nous, on a aussi quelques exemples côté PACA, mais nous, on a décidé de rester que sur la donnée géographique parce que déjà, on n'a pas une équipe qui permet de faire plus. Il faut rester aussi avec les moyens qu'on a. Et du coup, parce que c'était on va dire un virage qui nous intéressait pas, mais dont certains le faisaient mieux que nous. Donc, on comprend que vous exploitez des projets ou vous mettez à disposition des projets que vous transférez aux partenaires. Quelques exemples peut-être du coup pour illustrer votre action. C'est ça. Donc trois projets actuels terminés ou en cours qui sont un peu semblés aussi sur la partie agriculture parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le fil rouge aussi de la journée. Le premier qui s'appelle Via Forest, hein, qui a été marketé, hein, c'est pour ça qu'il y a un petit logo sympa. On aime bien faire ça côté CRIJ. Ça donne un peu de légèreté. C'est une cartographie des réseaux de desserte forestière, donc pour la transport de bois, les grumiers par exemple, donc ces longs camions avec une remorque et des longs troncs d'arbres dessus, ils ne peuvent pas rouler n'importe où. Je vous la fais vraiment très terre à terre, hein, mais c'est pour que vous ayez l'image du truc. Derrière, c'est une cartographie réelle du passage sur les réseaux routiers différents, couplé à la BD Topo-l'IGN, avec beaucoup de retours terrain agents ONF, où mon collègue est allé les voir presque un par un pour leur demander si là, en effet, un camion de cette taille-là pouvait passer, etc. Pour faire une base de données départementale, enfin des bases de données départementales au final, qui maintenant est couplée sur une base régionale. Donc il y a une synchronisation entre tout ça. Et puis une interface de visibilité, hein, de carte web, vous l'appelez comme vous voulez, avec des comptes utilisateurs qui permettent justement d'enrichir cette base, de mettre à jour toutes ces données-là. Et donc, il y a des évolutions de bases de données constantes, régulières, qui sont faites, mais qui permettent d'être centralisées à un niveau régional. Avec un portage financier par la région, la DRAF, la métropole de Marseille, les départements, et une partie outillage technique côté CRIJ, IGN, ONF et CRPF, qui est le centre de la régionale de la propriété forestière. Ouais, qui est c'est NPF maintenant. Mais voilà. Et donc, en résultat, on a une interface web publique, un accès donc public sur la consultation, mais pas public pour la mise à jour. C'est les agents, on va dire, autorisés qui le font. Donc les droits d'accès, on les administre côté CRIJ. Un accès aux données en open data. Donc sur la partie droite, c'est notre portail de diffusion de ces données que vous avez vues sur l'interface web juste avant. C'est-à-dire qu'on met quand même en partie déportée les données brutes si vous voulez les utiliser pour d'autres fins. C'est justement le lien avec l'open data de données géographiques. Là, on y est clairement là-dessus. Des réutilisations du coup qui sont possibles et souhaitées, tant qu'à faire. Et une cohérence avec la BD Topo de l'IGN. Ça, c'est dans court terme, ce qui est visé, c'est que cette base de données Via Forest, qui a été mise en place par le CRIJ, va remonter sur l'outil Navi Forest, qui est un outil qui est plugué aussi sur la BD Topo de l'IGN, côté IGN. Donc là, on est sur la charnière, on va dire, de l'outillage, de quelle manière on va le faire remonter le mieux possible. Mais c'est quelque chose qui est prévu. Un deuxième projet, alors celui-là qui est terminé sur sa première version, qui s'appelle Citizen Climate, donc on fait le lien avec la partie météo juste avant, qui est un site, on va dire, de vulgarisation de données scientifiques à destination des citoyens, mais qui va expliquer la partie changement climatique, données météo, etc.
et donc la partie site internet et une partie web carto. D'où les deux infos. Vous pouvez aller sur le site, hein, c'est consultable. L'idée est de proposer un parcours scientifique très simple à quelqu'un qui ne connaît rien au changement climatique et qui ne soit pas, on va dire, noyé par une partie de blabla un peu trop verbeux sur la partie discours qui est argumentée à côté des cartes. Sur la partie montage, alors j'ai volontairement mis ce schéma incompréhensible, peut-être pour certains, certaines. C'est pour vous montrer que toute la partie grise, ce qui est supporté par le CRIJ au niveau technique, et c'est là où nous on intervient. On n'intervient pas dans le projet dans sa globalité, mais dans le portage technique. La partie scientifique, elle est par 2 personnes qui étaient sur le projet, dont c'est le métier, et notamment commandé par une des 2 personnes qui est Philippe Rossello, que vous connaissez peut-être, et de la société Géographer. Donc c'est lui qui nous a passé commande là-dessus. On l'a aidé en fonction des outils, de ce qu'il voulait, à mettre en place toute cette architecture-là, sur laquelle il a la main. C'est-à-dire qu'on ne garde pas ce projet en interne parce qu'on a envie et parce qu'on a un peu d'ego sur la partie technique, mais on lui permet de la maintenir pour que lui, derrière, il puisse l'utiliser. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc des briques open source, un site en marque blanche, c'est-à-dire qu'à aucun moment vous allez voir que vous êtes sur le site du CRIJ. Et l'avantage là sur ce site-là, c'est ça qui est intéressant et qui est fort, vous allez voir, c'est génial. Ça moissonne à peu près 10 à 12 sites institutionnels de données sources. Et ça, vous ne le voyez pas. Mais par contre, toutes les données qui sont derrière viennent de différents horizons, que ce soit du fond de carte ou la donnée traitée. Elle vient alors on a parlé de DRIAS tout à l'heure, elle vient de Copernicus, elle vient de données météo, de stations météo qui ont été pré-traitées, pas par mes soins, ou très peu en tout cas, mais avec une approche scientifique et un discours qui est plugué sur cette approche-là. Moi, je me suis surtout occupé de la partie technique, les liens avec le serveur, comment on injecte la donnée, comment on la fait, la symbologie, etc. Donc le CRIJ reste quand même administrateur sur l'ensemble de la plateforme à des fins de maintenance. L'avantage est qu'on a une anticipation des coûts directs et indirects. Je crois que c'était Tristan qui en parlait ce matin, c'est qu'il ne faut pas oublier que derrière, il y a tout ça qui tourne derrière un site. Il y a tout cet aspect-là, ça coûte un ETP, ça coûte un hébergement, une infrastructure de données, et c'est ce coût-là généralement qu'on a tendance un peu à oublier dans les projets, mais qu'il faut anticiper. Et puis les données physiques sont administrées par le CRIJ pour la simple et bonne raison qu'elles sont sur notre serveur de prod et sur lequel justement Géographer a un accès dédié sur cette partie projet, mais qui permet d'avoir donc ce site en marque blanche qui fonctionne très bien. Et dans on va dire un futur peut-être moyen ou lointain, une V2 est peut-être prévue pour enrichir encore plus de choses. Je pense notamment avec les nouvelles données météo qui viennent de sortir, plus d'autres infos, d'autres évolutions possibles. Donc on rappelle l'objectif, hein, c'est de permettre à des citoyens et des habitants de la région PACA de se dire, bah tiens, c'est quoi le changement climatique pour moi, chez moi, Exactement, avec des indicateurs clés. Ville, voilà, ils ressortent des infos et de différents aspects. Donc il y a deux, trois parcours scientifiques et on a accès à la web carto directement sans passer par le site. Si vraiment on veut télécharger les données en brut. Ouais, donc c'est un outil de sensibilisation contextualisé à ma situation. Exactement. Troisième série d'exemples autour de l'eau. Oui, alors ça c'est ce que j'ai dit, hein, la cartographie publique, le moissonnage de plusieurs plateformes, l'accès aux données brutes, les partenaires dessous, et puis voilà l'approche pédagogique scientifique sur des données qualifiées. Le domaine de l'eau, alors thématique de l'eau, là c'est 3 projets en cours, il n'y en a aucun qui est finalisé. Je vais commencer par la GEMAPI. Alors nous on n'est pas du tout sur le CRIJ n'est pas spécialiste de la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et protection des inondations. Il faut le redire parce que j'ai parlé par-dessus, désolé. Gestion des milieux aquatiques et protection des inondations. Donc c'est une compétence qui est donnée aux collectivités locales, qui peuvent être des fois déléguées selon comment c'est géré. Là, l'idée, c'était de proposer des outils de gestion mutualisés. Donc là, notre rôle du CRIJ en tant que facilitateur de mutualisation d'un outil qui peut profiter à tout le monde. Donc on a mis tous ces acteurs autour de la table, nous avec notre méconnaissance du sujet. Ils nous ont expliqué un peu leurs problématiques. On leur a dit, bon, on peut peut-être faire quelque chose pour vous, on va creuser un peu. Et on leur a dit, ben voilà, il y a différents outils qui existent. Il n'y a pas de financement de projet, mais on les accompagne parce qu'on se dit, bah, ça serait peut-être bien que plutôt que de payer plusieurs fois très cher, qu'ils payent peut-être une fois tout le monde, très cher une seule fois, et que du coup ça coûte moins cher à tout le monde. C'est le principe d'un outil mutualisé. On en est à la phase pas de test, mais de mise en place de prototypes. Donc il y a des outils comme GeoRivière, Sysma, etc. Et en fait, derrière, c'est eux qui vont décider ce qu'ils veulent et à quel besoin ça répond. Parce que nous, on n'est pas thématicien expert sur la GEMAPI, c'est les gens des syndicats mixtes de Rivière qui vont nous expliquer exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent, et s'ils souhaitent partir là-dessus. Et nous, on les accompagnera sur ça.
Ensuite, un projet qui vous intéressera peut-être plus, c'est la BD Hydra. Donc, c'est la base de données de l'hydraulique agricole. Vous connaissez la BD Topage de l'IGN, par exemple, la BD, on va dire la BD Carthage à l'époque qui gérait les cours d'eau. Là, c'est que de l'hydraulique agricole, qui est généralement le recensement de tous les réseaux d'irrigation dans les terres agricoles ou pas forcément, qu'on essaie de centraliser dans une base de données régionale. La dernière version à jour était de 2015. Là, on est sur une phase d'audit. L'idée, c'est de refaire une refonte du modèle de la base de données un peu plus au goût du jour et à la sexy attitude de nouvel outil technique et non pas du fichier shape à plat de données, pour ceux qui connaissent. Avec un réseau d'acteurs déjà constitué, les ASA, la Chambre d'agriculture, la DRAF, le CRIJ, et avec un portage financier, même si l'euro est tombé par terre, de la région, du SGAR et un peu d'autofinancement côté CRIJ. La réunion d'ailleurs, la prochaine réunion se tiendra demain sur voilà, l'avancée. On en est qu'au point 1, 1,5, 2, voilà, on en est là-dessus. C'est vraiment que l'hydraulique agricole, que les réseaux d'eau, les martelières, alors pas les ripisylves qu'on peut trouver en bord de rivière, ça c'est autre chose, c'est vraiment sur le cours d'eau. Mais on parle de gestion quantitative de l'eau. Voilà, et en plus l'idée c'est de proposer un modèle de données commun sur lesquels chacun pourra greffer son propre modèle et à terme, surtout l'interfacer avec la BD Topage. C'est dans l'idée aussi de pouvoir plugger ça dans une maille plus fine sur l'hydraulique agricole à la BD Topage, qui est le référentiel existant, en cherchant toujours cette cohérence avec le niveau national quand il existe des choses. Et puis le dernier projet qui concerne surtout ma directrice, parce qu'elle est intrapreneur IGN, donc portée par la DINUM Startup d'État, et donc portée par la fabrique des géocommuns d'IGN sur les zones irriguées, zones irrigables. Qui, dans la finalité, va sortir un service numérique sur la cartographie de ces zones-là. Donc là, elle est dans une grosse phase d'entretien, environ 160 interviews de différents acteurs du milieu, pour d'ailleurs proposer ce service-là. Et donc, elle a une coach au niveau d'INUM qui l'accompagne dans tout ce phasage-là, comme vous l'avez sur d'autres projets d'intrapreneurs ou de géocommuns en cours de route. Pour les OLD, je sais qu'on a aussi ça, collègue Lionel Gaudio qui fait ça en région PACA. Mais c'est la troisième thématique qui, on va dire, est là-dessus. Vous voyez qu'on ne se refuse rien en termes de thématique, c'est-à-dire qu'on n'est pas centré sur l'urbain, centré sur l'agricole. On répond surtout aux besoins de nos adhérents. Et si on n'a pas la compétence, on essaie de la mobiliser justement pour ne pas dire qu'on sait absolument tout faire, loin de là. Mais par contre, on sait qu'il y a des gens qui savent faire mieux que nous. Et c'est ça qui est intéressant, nous, de faire ce rôle de charnière, de facilitateur, encore une fois, entre tout ce petit monde. Pour conclure, voilà, on y est. C'est un peu l'ouverture, c'est un peu le truc nouveau. C'est la fameuse personne que vous avez vue ce matin qui n'est pas encore bien dessinée, donc qui est arrivée il y a peu de temps. C'est notre animateur du Geodata Lab, qui est un espace d'incubation de projets innovants autour de services numériques, de la donnée géographique et de géodonnées globalement. C'est une personne dédiée pour l'animation. On a une salle modulable qui est un peu en filigrane derrière. Là, j'essaie de faire un effet un peu sympa, mais c'est pas trop l'intérêt de montrer trop la salle non plus, où on s'en sert nous pour des formations, coworking, des réunions, etc. Et puis surtout une équipe d'experts en géomatique qui est entre autres là le CRIJ qui sera mis à disposition de ces projets que des startups, des privés veulent mettre en place. Encore une fois, forme de bac à sable dans lequel on peut tester des données, des modules, des algorithmes, des cartes, des API, oui. Que sais-je. C'est ça. L'idée, c'est de pouvoir proposer des choses. Alors, un espace d'expérimentation. Voilà, on n'est pas sur du hackathon, mais on est sur du petit hackathon local, on va dire, mais qui autour d'une équipe, on va dire des gens qui se connaissent pas forcément, et surtout le secteur du privé entreprise recherche où ils ont du mal, tendance à se parler entre eux, et nous on est là pour faciliter tout ça et mettre tous ces gens autour de la table, encore une fois, mais à travers un espace dédié. Voilà, et pas que. On n'est pas fermé au reste, mais vu que nous, notre expertise est sur la donnée géographique, on prend toujours cette entrée-là. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. Une petite question à poser à Stéphane. Qui se lance pour une question posée à Stéphane, même si les estomacs grouillent? Léo. Merci pour ta présentation, Stéphane. Je voulais revenir sur le premier exemple que tu nous as présenté sur la gestion forestière. Ouais. J'ai pas bien compris le rôle que jouait le CRIJ. Dans les deux autres projets, j'ai bien compris que le CRIJ jouait à la fois un rôle de fourniture d'infrastructures techniques et un rôle de facilitateur. Et dans ce cas-là, j'ai pas bien identifié. Si tu peux nous donner des détails là-dessus.
Alors là, l'outil a été développé entièrement par le CRIJ, donc la base de données, le modèle de base de données qu'il y a derrière, enfin le modèle de données surtout, a été mis en place par le CRIJ. L'outil, c'est un outil LeaseMap, pour ceux qui connaissent, qui est un outil libre, qui est hébergé par le CRIJ. L'administration des comptes, tous ces trucs-là sont faits aussi côté CRIJ, et cet outil est stocké sur nos serveurs. Par contre, il est accessible à tous. Donc on est là pour, on va dire, accompagner les gens, ou du moins les agents de terrain, à mettre à jour ces données-là, à créer les comptes. Et toute la partie de récolte d'infos, qui en fait a pris énormément de temps et qui aujourd'hui n'est plus nécessaire parce qu'on a un état des lieux, donc il n'y a que de la mise à jour à faire, donc forcément ça prend moins de temps, fait qu'on a un outil qui maintenant est en roue libre, mais qui permet d'être plus facilement mis à jour. En vitesse de croisière, peut-être plus qu'en Ouais, roue libre. oui, c'est ça. Je me disais roue libre, c'est pas Il trop est le. maîtrisé, pas trop, ouais, voilà. c'est- Ça, au contraire, il n'est pas en roue libre, on le Voilà, maîtrise ça. bien. Voilà. Mais non, il est en vitesse de croisière, et donc il n'y a pas tant d'évolution, mais elle sera ponctuelle quand elle l'est au niveau départemental. Du coup, elle remonte sur une base régionale derrière pour une meilleure visibilité, mais toute la grosse partie était faite dès le départ sur du terrain, quoi. Donc en gros, le CRIJ a été le producteur de ce service. Ouais, voilà, on a produit, ce qui est assez rare, parce Producteur, développeur. qu'un CRIJ n'est pas De A à Z, producteur de données ouais. en soi, mais il contribue à ce que des fois on puisse accompagner ceux qui ont envie de le faire mais qui n'y arrivent pas. Merci. Sarah, un petit mot pour terminer, mais avant ça, une question. Alors, c'est pas tout à fait une question, c'est un peu un reporting de ce qui est des remarques sur YouTube. Et c'était juste un message pour dire, dire un bravo. Moi, je pense à tous les intervenants de ce matin pour l'animation autour des géodata, en disant que c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour mettre en avant en fait, les connaissances du territoire au service des politiques publiques et du territoire, et que voilà, c'est des initiatives qui sont très appréciées. Et attendu, Ainsi- visiblement. Attendues, et aussi les présentations de qualité. Eh ben, merci pour eux. Merci. Moi, j'ai une question du coup, juste entre comment s'articule et s'il y a besoin que ça s'articule, le Geodata Lab et la plateforme, la géoplateforme. Est-ce que j'ai raison de faire un lien ou pas? Alors oui et non, c'est quand même deux choses séparées, même si on retrouve toujours géo partout, parce qu'il faut bien Logique, le placer ça tombe quelque bien, part. c'est le thème. C'est ça. Non, la géoplateforme, c'est une évolution comme nous, le portail du CRIJ, on était plateforme officielle en région PACA. Aujourd'hui, on est en plus axé sur le service des données et donc des espaces d'incubation comme Geodata Lab. Derrière, physiquement, il n'y a pas de site dédié pour l'instant du moins, mais c'est vraiment quelque chose qui sert à l'échange. La géoplateforme, c'est par contre une évolution du géoportail axé aussi sur le service et au fait que toutes les données soient ouvertes, mais il n'y a pas de lien direct entre ces deux-là. Après, par contre, nous, on travaille étroitement avec l'IGN sur le porter pas à connaissance, parce que c'est réglementaire, mais la mise en avant des données IGN en expliquant que, comme l'a rappelé Philippe, ça reste des données qui sont gratuites, qui sont qualifiées, qu'on peut utiliser. Nous, on est là pour apporter le petit plus qui manquerait à un utilisateur lambda. Ouais, donc on peut imaginer qu'un projet incubé dans le Geodata Lab, une fois qu'il rentre en phase d'exploitation, puisse être connecté à la géoplateforme. Exactement. Alors, je peux pas le J'ai donner, compris. mais en gros, c'est ce qui va se passer bientôt. Vous le saurez assez tôt, mais je peux pas donner, Un teaser. je peux pas tuer le game Teasing. maintenant. C'est trop tôt, j'ai pas le droit. D'accord. Mais voilà. Après ça, encore une fois, et c'est pour faire pour finir là-dessus, c'est ce qui se passe en PACA. Vous avez l'équivalent avec OpenIG, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'OpenIG aussi pour discuter avec eux de tout ça, parce qu'on ne fait pas tous la même chose, mais ils peuvent aussi vous aider de la même manière que moi, que nous, sur ce genre de projet-là. Voilà. Merci beaucoup Merci. Stéphane, on le remercie chaleureusement.